C'est un événement, on tourne actuellement le dernier hebdo JV de la saison. Pour assister et participer à l'histoire avec un grand H, Ung nous a rejoint aujourd'hui. Merci Ung. Ouais, Ung avec un H aussi. Ung avec un H aussi, avec un grand H, ouais. c'est vrai. Un hasard assez troublant. On va y réfléchir. Il n'y a pas de hasard. On va y réfléchir pendant qu'on regarde le générique de l'hebdo JV. On me fait remarquer pendant ce générique qu'il y a aussi un H à hasard, mais c'est un petit H. Donc ça rentre pas. Donc finalement ça rentre pas. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on tente quelque chose d'un peu particulier dans l'hebdo JV. Ce tournage est diffusé en direct sur Twitch uniquement, et donc on va essayer de prendre les questions des comment on appelle ça, des Twitchos, des Twitchos. Voilà, c'est un test qu'on fait pour la dernière et qui se reproduira ensuite si on s'en sort bien. Voilà, donc ça va être un peu différent. On espère que ça va bien marcher. Aujourd'hui, on va parler de Mirror's Edge Catalyst, on va en voir la critique, mais on va aussi parler d'Open World de manière plus générale. Mais avant ça, c'est quoi d'habitude dans l'hebdo JV ? Les news, bah ouais, t'es super au courant maintenant, t'es un habitué. On va commencer, c'est Emeric qui va commencer. Ouais, c'est marrant parce que je regardais ma montre mentale et je me suis rendu compte qu'il était temps de parler de futur. C'est vrai. Et donc là, je vous regarde et je vous demande, est-ce que le futur et l'ambition sont des notions qui vous interpellent un petit peu ? Bah, disons que ça va arriver, donc moi ouais. Ça va arriver, peut-être pas si tôt que ça en fait, parce qu'aujourd'hui je vais parler donc de Reroll, qui est un jeu fait par Pixul, qui est un studio fondé par des anciens d'Ubisoft, et c'est un jeu donc qui avait pour ambition futuriste, tu notes comment j'utilise un peu les termes que j'ai un peu placés en introduction, de simplement recréer la Terre. Ok. Voilà, recréer la Terre, c'est-à-dire c'est-à-dire de recréer des environnements, des lieux réels, centimètre carré par centimètre carré, en utilisant des données topographiques, Google Maps, des enregistrements de drones. En fait, tout ça pour créer une surface de jeu. Il commençait par une petite surface de jeu à la base, et de manière la plus réaliste possible, que ce soit pas une interprétation de développeurs, de créatifs. Ce soit vraiment quelque chose de réaliste. La reproduction de la Terre. De la reproduction de la Terre. Ils voulaient vraiment faire des tas et des tas de kilomètres carrés. Donc vous imaginez bien que ce genre de projet, c'est évidemment très très ambitieux. Ça demande évidemment énormément de ressources, aussi bien techniques que financières. Donc là, la suite de l'histoire, ça va peut-être vous rappeler des mauvais souvenirs. Vous essayez de ne pas faire trop de projections envers des événements qui ont lieu dans votre vie. Mais donc l'équipe de Pixul était vraiment acharnée. Enfin, notez que j'utilise un petit peu un temps, de l'imparfait. Du passé, pardon, parce que ils cherchaient des investisseurs à droite à gauche. Ils avaient vraiment l'ambition de trouver quelqu'un qui pourrait les aider à aller au bout de leur ambition. Et à plusieurs reprises, ils ont été vraiment proches du but. Ils ont vraiment été proches de trouver l'éditeur qui leur permettrait de faire le jeu AAA dont ils rêvaient. D'accord. Bon, malheureusement, ça s'est pas fait. Ils étaient vraiment à deux doigts il y a pas très longtemps. Ils ont eu un accord verbal avec un éditeur, donc qu'on ne peut pas citer parce qu'il y a une histoire d'NDA derrière. On ne sait pas vraiment qui c'est. Mais ils ont eu l'accord verbal et finalement, il n'y a rien qui est tombé sur. Ils ont fait des campagnes de financement. Ils ont fait de la campagne de financement et justement, en fait, le truc, c'est que ils ont su durant le 3 ou à peu près durant le 3 que finalement, ça n'allait pas être possible. Leur dernier recours même pas dit non. En fait, c'est juste qu'il devait y avoir quelque chose, une sorte de versement qui n'a pas été fait. On fait penser à quelque chose, effectivement. Et donc, ça s'est su à l'E3 et un peu dans l'ombre, en fait, ils ont annoncé à tous leurs backers que le jeu était annulé, qu'ils sont évidemment très tristes, on les comprend, qu'ils comprennent. Malgré le succès de la campagne avait. Le truc, c'est qu'il y a des gens qui ont quand même donné des sous sur la campagne Kickstarter, la campagne de financement participatif. Mais elle avait malheureusement, été remplie, l'objectif de la campagne avait été rempli ou pas ? J'ai pas les chiffres malheureusement exacts pour la campagne Kickstarter. Le fait est que ça avait été un succès. J'ai peur de dire des bêtises. Mais t'as raison de prendre des pincettes. Du coup, les gens qui ont donné de l'argent en fait vont pas être remboursés, donc sachant que tu pouvais faire des dons allant de, j'imagine de 1 au moins $300. Et la récompense en fait, la réparation, la compensation finalement, Pixul a dit on va vous donner des clés de l'accès anticipé de notre autre FPS dont les gens finalement peut-être s'en foutent plus ou moins. C'est pas pour ça qu'ils avaient payé en tous les cas. En tout cas, c'est clair. Et sachant que la clé vaut à une valeur d'à peu près $15,
moi j'aurais un petit peu les boules. Si j'avais donné près de $300 et qu'on me donne quelque chose. Il y a des gens qui ont participé à une campagne de financement participatif, qui ont mis des sommes allant jusqu'à $300 ou peut-être plus. La campagne a été un succès. Le jeu est annulé. Ouais. Et les gens, en compensation, Bah, ils ont une clé d'un jeu du même studio, Voilà. mais c'est un FPS à $15. Voilà. Et qui en accent anticipé encore. Le venin, le venin. Ça s'appelle le venin. Ça s'appelle le venin, ça s'appelle les dangers du financement participatif Voilà. aussi. Bah, je me demande du coup si, avec toutes les histoires, les mauvaises histoires de campagne qui se terminent mal, on se souvient, tu avais fait une news sur le type là, qui avait Beaucoup de news. qui avait annoncé que bah non, en fait, ses partenaires avaient utilisé l'argent pour faire autre chose. Pour voir des putes et de l'alcool, c'était ça. C'est vrai. C'est ça, et ben je me On va demande dire si. prostituée à cette heure-ci. Pardon, Ouais. pardon. Est-ce qu'il serait pas temps, je sais pas, d'établir des sortes de règles d'or du financement participatif? Non, mais de légiférer plus sérieusement, ouais, bien sûr. D'encadrer plus sérieusement les Comment ça cas où. s'appliquerait, tu vois? Enfin, je veux dire, à partir du moment où l'argent il a été dépensé, enfin, comment le C'est là studio... qu'intervient les assurances, enfin, il y a plein de choses qui peuvent La être loi, enfin, je veux dire, organisées. t'as payé pour un service ou pour quelque chose, si t'as rien en Enfin, je veux retour, dire, c'est pas normal. t'imagines un Kickstarter à plusieurs millions, le jeu est annulé, enfin, les Ah non, mais assurances, bien sûr. ils vont se faire Oh, avoir je pense une fois, qu'on va- deux on va fois. entendre et, parler de ce genre de choses moi, ça dans me le paraît, futur. ça me paraît délicat quand même. Mais, Je lis donc sur Twitch, mais hey, better than nothing, comme disent d'autres. Ça fait référence à un certain Inafune. Ouais, mais après ça a été tiré de son Ça a contexte, été tiré de son a contexte, priori. Mais ouais, enfin. Mais en tout cas, oui, t'es pas content quand ça t'arrive, et oui, c'est c'est clair. effectivement, je suis d'accord avec toi pour dire qu'il est peut-être temps de se pencher un peu plus sérieusement sur la Mais question du légiférer, financement et puis même en tant que consommateur, est-ce qu'il faut, évidemment la réponse est non, est-ce qu'il faut aveuglément se ruer vers des Kickstarter? Non, mais c'est surtout ça, c'est surtout ça. Non, mais il faut pas. Je Je pense qu'il faut pas mettre la faute sur les consommateurs dans ces cas-là. C'est eux qui se font flouer. Évidemment qu'il faut faire attention, mais je trouve ça même pas forcément utile de le rappeler dans ces contextes-là. Il Ouais, faut mais faire parfois, attention, mais bah, c'est pas parce que t'as pas fait attention, c'est pas de ta faute. Non, Tu vois, c'est pas de ta ouais. faute, ça c'est clair. Mais plus on avance dans le futur, plus il faut être vigilant au final. Avec Internet, avec toutes ces arnaques, il faut être vigilant. Même si c'est effectivement pas ta faute, il faut clairement être vigilant. Faut pas mettre tes sous. Tu sais, c'est comme ces histoires de préco d'une manière générale, Oui, de bien sûr, principe. bien sûr. Mets pas tes sous tant que t'es pas sûr. Voilà. Bon. Ouais, voilà. Même Bon, tant que c'est- t'as La pas vigilance quelque chose. orange, Ouais, les gens. mais en l'occurrence, pour le financement participatif, le principe, c'est de mettre des sous quand t'es pas sûr. Ben dans ce cas, il faut c'est avoir le un certain principe, nombre voilà. de garanties, mais C'est ça. j'ai des doutes quant à une intervention de la loi sur ce genre de truc. Je pense que ça peut être... Surtout que c'est c'est international, oui, voilà, donc, c'est une portée internationale. Voilà. Les studios sont pas forcément dans le Voilà. pays. Kickstarter, c'est américain. Mais oui, mais portée internationale, donc ça implique une harmonisation un petit peu des lois et Ouais, avec et tous juste ces pour pays. Kickstarter, trucs. tu crois qu'ils vont se mettre d'accord pour Non, harmoniser mais les lois le financement Justement. participatif en règle générale. Ouais, Ça touche pas que le jeu vidéo. Hein. Enfin, je veux dire, Moi, c'est ça quelque me paraît chose qui délicat. Enfin, tu vient. vois, je veux dire, ça fait partie du jeu. C'est pas simple, c'est Enfin, tu sûr. vois, je veux dire, c'est une prise de risque dès le départ de la part du joueur, enfin du consommateur. Maintenant, ça fait partie du jeu, quoi. Si ça marche, t'es content, tant mieux. Si ça marche pas, voilà. quoi. C'est un point de vue qui se défend, hein, ce que tu dis. Mais ouais, bon, ça peut donner des choses comme ça qui sont un peu C'est clair, moches. c'est moche, hein, mais malheureusement, enfin, tu vois, je veux dire, des escrocs, t'en as partout et voilà, quoi. C'est sûr, c'est moche. Enfin, je veux Et, dire, tu vois, on- tu peux aller voter en 2017 sur un programme et après en 2018, t'as la gueule de bois, tu vois. c'est Donc, vrai, ça se constate donc, un voilà, peu c'est partout. exactement la même constate chose, quoi. tous les Tu vois, jours. C'est vrai. Les gueules de bois, mais puisqu'on parle des gueules de bois, on va parler d'un jeu vidéo qui a peut-être été fait pendant une grosse gueule de bois. Avant que tu en parles, Médoc, puisque c'est à toi qu'on va passer maintenant, on va regarder une petite vidéo. Ouvrez l'œil, si vous regardez bien, vous noterez peut-être quelques similitudes avec un autre jeu vidéo assez connu.
Voilà, pas besoin de continuer beaucoup plus longtemps cette vidéo. Je pense qu'on a compris le principe. Ça fait très légèrement penser à un certain Overwatch, Médoc. Qu'est-ce que D'ailleurs, c'est oui, tout à Qu'est-ce fait. que c'est ces histoires le trailer du prochain add-on, du titre du hit de Blizzard. Software Entertainment Leisure. Voilà, donc non, le projet s'appelle Legend of Titan. C'est développé par un studio chinois qui s'appelle Xi'an Vulcan Network Technology. Désolé pour l'accent. Oui, sûrement Xi'an. Oui, Ouais. j'imagine, même Shore. Peut-être. Mais bon. Et voilà. Et là, ce qu'on vient de voir, c'est une vidéo qui a leaké, une vidéo qui date de plusieurs semaines maintenant et qui avait fait évidemment réagir tout Internet parce que les gens avaient crié au rip-off éhonté d'Overwatch, évidemment, parce que c'est carrément, enfin, je veux dire, tu regardes les personnages, c'est les personnages d'Overwatch. Un peu. Et cette vénère, elle était alimentée aussi par l'image que dégage un peu la Chine. Il y a une certaine culture du pillage, de la contrefaçon en Chine. Une culture qui est vraiment pas aidée par. Tu regardes. Non, Regardez l'assistance. Attends, non, je vous parle. Regardez l'assistance. Une culture du pillage et de la contrefaçon qui. Mais qui peut s'expliquer par des, on en parlait tout à l'heure, par des Qui choses peut assez- s'expliquer, entre autres, par tout un tas de restrictions que tu as en Chine, en particulier concernant le jeu vidéo. Il faut savoir que légalement, un jeu vidéo sur console, avant juillet 2015, tu pouvais pas te le procurer tranquillement en Chine. Donc voilà. Mais alors, c'est scandaleux, les gens vont dire, c'est scandaleux, rip-off. Sauf que les devs se sont exprimés depuis, les devs donc de Xi'an Vulcan Network Technology, et des gens de Reddit ont traduit cette réponse. cette réponse. Le footage que vous venez de voir là, en fait, il était destiné à être diffusé que entre professionnels, dans le cadre d'une convention où tu n'avais que des professionnels. Donc, à aucun moment, c'était un trailer pour chauffer le public, pour dire hey, « regardez notre prochain jeu ». C'était vraiment uniquement destiné aux professionnels et c'était même, au-delà de ça, c'était une démo technique, en fait, pour essayer de chauffer des investisseurs, d'éventuels investisseurs, une démo technique qui visait à montrer que le concept même d'Overwatch, c'est-à-dire du team contre team avec des personnages, avec des skills et compagnie, ce principe même, il est possible de le porter sur mobile et sur navigateur Internet. Ouais. Donc voilà, c'est d'où un petit peu la crasse des images, le nombre d'images par seconde vraiment très aléatoire. Voilà, c'était une démo technique en fait. C'est ça qui. Donc les gens, calmez-vous un petit peu. Oui. Cela dit, le jeu existe et est en développement. Cela dit, le jeu existe et en développement, mais les développeurs précisent évidemment qu'en termes de design, ça sera pas du tout la même chose que Overwatch. Il y aura un mec qui taffera sur un design. Et aussi au niveau des features, des mécaniques de jeu, il y aura beaucoup de choses différentes, même s'il y aura des choses similaires, parce qu'on reste dans ce genre de jeu évidemment. Mais bon, là on peut difficilement crier au plagiat. Oui. Je veux dire, tu as des jeux comme Battleborn et même d'autres qui vont probablement Mais sortir. Overwatch même ressemble à plein d'autres jeux. Ben, En ligne, c'est évidemment, normal. je veux dire, tu avais Team Mais- Fortress. Évidemment. Mais cela dit, je trouve ça un peu fumeux parce que un proto comme ça, où tu crées des designs, tu crées des modèles, tu crées tout ça, si c'est pour dire non, mais en fait ça ressemblera pas à ça du tout le jeu, tu perds généralement pas trop de temps à créer tout un truc qui ressemble à un autre jeu pour ensuite dire non, mais en fait on va pas faire ça du tout. Bah, le truc, après, bon, c'était une démo technique, c'est un concept. Moi, je trouve ça pas idiot de leur part de prendre un jeu qui fait un carton. On en est à combien? C'est quoi? 10 millions 10 millions, ouais. 10 millions de jeux. C'est un des jeux dans son genre, c'est le jeu du moment. Et d'une manière générale, dans le jeu vidéo, c'est un des jeux du moment. Je trouve ça pas idiot. Et je suis pas sûr que ça leur ait pris autant de temps que ça. Est-ce que c'est pas une excuse bidon? Mais non, mais c'est ça. Ah, tu vois, bien ça, sûr, ça c'est peut être une excuse bidon, les gars, mais je vous demanderais quand même de laisser le bénéfice du doute. Oui, bien sûr. De laisser le bénéfice du doute, parce qu'encore une fois, c'est une vidéo qui a été leakée. Au moment du leak, le studio n'avait pas pu s'exprimer. Il s'est exprimé depuis. Et honnêtement, l'explication, ben ouais, encore une fois, c'était pas un teaser destiné au public. C'était vraiment dans le cadre on voit des images, c'est une conférence de pro, c'est du effectivement, Voilà. mais bah, ça changera au fait que ça a été présenté comme ça. Après, justement, tu présentes ça à des pros, tu présentes un jeu que tu veux vendre après, ça change pas grand chose Oui, au problème, ou tu je peux, trouve. Oui, ou tu peux Je présenter aussi un concept. Là, ils sont manifestement dit, bah, si on monte des images d'Overwatch, ça sera peut-être plus facile pour les investisseurs de se projeter et de voir, ok, on peut avoir ça.
On peut émettre des doutes, il n'y a pas de problème. Mais je préfère laisser le bénéfice du doute, évidemment, et juste terminer sur... Parce qu'avec la Chine, avec son image un petit peu de gens qui rip-off sans vergogne et tout, j'ai envie de dire, parfois, souvent, systématiquement même, les préjugés et les clichés, il faut vraiment s'en méfier. Qu'est-ce que tu penses de cette histoire? Déjà, tu les connais, les mecs? Parce que je les connais pas et je suis d'accord avec toi parce qu'on peut parler de Gameloft et de plein d'autres exemples sur les jeux mobiles. Ouais. Et Gameloft, c'est quand même bien franchouillard, donc... Non, mais c'est ça, c'est qu'en fait, oui, tu parlais de la tradition, un peu de cette réputation qu'a la Chine de contrefaçon. Qui est pas usurpée, de toute façon. Mais il y a aussi, dans le jeu mobile en règle générale, voilà, c'est ça. Mais Effectivement. Tu parles de pillage, est-ce qu'il serait pas aussi dû à une sorte de flou juridique? Je veux dire, par exemple, si une société chinoise... Oh non. Si ça sort, il n'y a pas de flou juridique. Non, les copyrights, c'est tight, attention. D'ailleurs, Activision fait retirer les vidéos régulièrement. Et ça prouve bien qu'il y a même quelque chose entre plusieurs continents, si jamais genre une société qui fait un jeu qui est ouvertement un plagiat, bien sûr. genre ils ont des actions possibles en justice. Alors, pour bien dire, sûr. bah non, Ils peuvent décider de s'en foutre, mais il y a des actions, possibles en justice, c'est évidemment. un petit peu plus compliqué en Chine. En Chine, et encore plus comme on disait tout à l'heure, avec le console ban qu'il y a eu pendant plusieurs années, en Chine, tu avais des jeux, même des hardware, des consoles qui sortaient, qui pompaient tout, et sans vergogne. Et derrière, tu avais peut-être les States ou l'Europe qui disaient « Eh, dis donc, quand même ». Et la Chine, ouais. Et alors? Et ben voilà, c'est tout. Oui, mais il n'empêche que, il y a y avait des actions, mais bon, ça n'empêche pas, mais ça les a jamais empêchés. D'accord. Ok, bon on verra si on pourra jouer à ce jeu-là un jour et s'il ressemblera ou pas à Overwatch. Rien ne dit par contre s'il aurait ressemblé à Overwatch si cette vidéo n'avait pas leaké. Ça on ne le saura jamais. Je vais parler de quelque chose, pour le coup là on peut parler de flou juridique un petit peu, de zone grise en tous les cas, c'est comme ça que c'est désigné. Du marché gris, on parle de ça, donc entre le marché noir et le marché blanc, du coup. Voilà. Je vais parler de G2A ou G2A. C'est je sais pas si vous connaissez, c'est un site de revente de clés en ligne qui les revend moins cher, comme il y en a plein, des sites comme ça. La particularité de G2A, c'est que c'est un site de revente de clés de particulier à particulier. C'est-à-dire que, en gros, le principe, c'est que tu as une clé surnuméraire de jeu. J'entends par là clé numérique de jeu que tu remplis que tu copies quelque part pour avoir un jeu, sur Steam ou n'importe quoi. T'as une clé en plus, ça peut t'arriver quand t'achètes des bundles, il y en a de plus en plus. Il y a 3 jeux qui t'intéressent dans ton bundle, t'en as un que t'avais déjà. T'as une clé qui te sert à rien. Tu peux la filer ou, sur des sites comme G2A, la revendre à d'autres gens. C'est le principe du site. Dans l'idée, c'est plutôt cool, on se dit pourquoi pas. Sauf que ça peut amener quelques dérives un petit peu douteuses. C'est pas la première fois que G2A est mêlé à des affaires un petit peu shady, un petit peu bizarres. Mais là, récemment, c'était lundi dernier, Alex Nichiporchik, j'espère aussi ne pas écorcher son nom, qui est le boss de Tiny Build. Tiny Build, c'est un petit éditeur de jeux vidéo qui a édité par exemple Punch Club récemment, Speedrunners également, voilà, ils éditent des petits jeux de différents développeurs. Il a posté un gros article sur le site de Tiny Build pour dire, en gros le titre de l'article c'était G2A a vendu pour 450 000 $ de clés de nos jeux, sans qu'on touche rien dessus. Alors 450 000 $, ça correspond à ce que Tiny Build aurait pu gagner en vendant ses jeux directement depuis sa boutique, c'est-à-dire au prix de vente normal. En réalité, ça avoisinait les 200 000 $, les ventes du côté de G2A. Comment ça s'est passé? Selon Alex Nichiporchik toujours, c'est qu'en gros, ces clés ont été volées. Elles ont été volées ou en tout cas, elles ont été achetées grâce à des numéros de carte bleue volés, en tout cas frauduleux. Elles ont été achetées sur leur site, ensuite revendu sur G2A. Mais sauf que ce qui se passe dans ces cas-là, quand on t'achète quelque chose avec des cartes qui sont reconnues comme volées par les banques, eh ben on reprend les sous. Enfin, les banques récupèrent les sous, c'est ce qu'on appelle la rétrofacturation, le cashback, je crois. Non, pas cashback, pardon, j'ai oublié le nom américain, mais on s'en fout, c'est rétrofacturation. Donc tes sous les sous sont récupérés, tu es même facturé. On te facture un petit peu en tant que l'éditeur pour l'opération, c'est ça? Des frais de dossier, voilà, c'est ça. Donc, en plus d'un manque à gagner certain, là 450 000 $, donc
t'as l'injure, le petit crachat en plus de l'injure qui consiste à ce que t'es là, il parle de dizaines de milliers de dollars quand même à payer pour ces frais de dossier. Pour t'être fait arnaquer, en fait. Pour t'être fait arnaquer. Voilà. Et alors, en gros, le problème, c'est quoi? C'est que on ne dit pas que G2A vole lui-même les clés, ce n'est pas le cas. En revanche, ce site et d'autres favorisent grandement, ils installent une situation dans laquelle ils favorisent grandement la revente de clés volées. Et ça, c'est problématique. Il leur est reproché de ne pas assez contrôler les vendeurs. Il y a plusieurs sites, suite à cette affaire, qui ont fait le test, qui se sont dit, plusieurs sites et organes de presse dans le jeu vidéo, qui ont dit, on va s'inscrire, on va voir comment on peut vendre des jeux sur G2A. En 2 secondes, si potentiellement tu as 1000 clés, tu peux les vendre comme ça, t'es un vendeur, c'est bon. Voilà, il n'y a pas de grosse garantie comme ça peut l'être sur eBay où on te demande des garanties un peu plus conséquentes. Donc, oui, c'est problématique. Une solution envisageable, d'après certains, pourrait être de la part des éditeurs de révoquer l'accès aux clés. Parce qu'ils peuvent le faire dès qu'ils voient que des clés sont volées ou qu'il y a un problème. Seulement, c'est compliqué. Alex Nichiporchik toujours explique dans son post que pour des petites structures, c'est compliqué. Ça implique du tracking de clés, tout ça qui est assez compliqué quand tu as une équipe réduite où tu automatises beaucoup de choses. Donc c'est compliqué. Et deuxième point, Ubisoft l'a fait en 2015 parce qu'ils ont été victimes de ça concernant Far Cry 4, début 2015, janvier 2015. Ils ont révoqué les droits d'accès à tout un batch énorme de clés. Et sauf que dans le tas, les joueurs ont gueulé parce que les joueurs, ils se retrouvent à pas pouvoir jouer à leur jeu, mais c'est un jeu qu'ils ont acheté quand même sur G2A et c'est pas eux, ils sont victimes aussi. Donc c'est problématique de toute façon. Mais est-ce que pardon, vas-y. G2A est pas dans une position un petit peu similaire aux autres sites qui, par exemple, hostent des torrents, c'est-à-dire ils sont pas vraiment responsables de ce qui se passe. De la nature des fichiers qui s'échangent. Mais c'est leur gros argument de dire nous on ne vole pas, on part du principe que nos vendeurs on est en relation, mais c'est comme les sites de peer-to-peer. C'est ça, mais sauf que ils installent ils pourraient faire plus d'efforts pour contrôler les vendeurs. Et en plus, le truc, c'est qu'ils se font des sous là-dessus, G2A. Ils récupèrent une commission sur toutes les ventes, évidemment, mais du côté des acheteurs sur G2A, il leur est proposé un truc qui s'appelle G2A Shield, je crois, qui garantit le remboursement d'un jeu en cas de litige. C'est-à-dire que tu as acheté une clé qui ne marche plus parce qu'elle est issue de trucs un petit peu douteux. Si tu as le G2A Shield, G2A te garantit un remboursement. Si tu ne l'as pas de remboursement. Le G2A Shield est payant. C'est pas le cas chez eBay, par exemple. Ouais. eBay a un outil similaire. Le remboursement, c'est inclus dedans. Donc là, G2A se fait des sous là-dessus. Pire que ça, si G2A chope un fraudeur, entre guillemets, prévoit pas d'action particulière. Par contre, ce qu'il prévoit, c'est de pouvoir récupérer l'intégralité du porte-monnaie du fraudeur. L'intégralité du porte-monnaie. C'est-à-dire, pas uniquement les choses fraudées, l'intégralité du porte-monnaie. On récupère tous les sous que tu avais sur ton porte-monnaie. G2A se fait des sous là-dessus et le fait un peu sciemment tout de même parce que ce genre de procédé est un petit peu bizarre. Donc ça pose problème pour les éditeurs, pour tout le monde, pour les joueurs, pour les petits éditeurs en particulier parce que c'est un manque à gagner qui est immense, c'est des frais de gestion, tout ça, de la gestion qui est très dur à assumer. Et c'est compliqué, il faut faire attention. Donc là encore, tu vois, c'est la même chose. Là, il faut faire attention. Il y a le côté, faire attention à pas se faire arnaquer en tant qu'acheteur, mais il faut aussi faire attention à l'éthique de l'achat. Il y a de la politique et de l'éthique dans l'achat. On comprend très bien qu'on veut faire des économies en achetant des clés moins chères, c'est normal. Mais il faut voir qui on aide et à qui on peut nuire, y compris les développeurs et les éditeurs quand on fait ça. Voilà. C'est comme acheter bio au final. On peut faire un parallèle. Oui, peut-être. Ou comme ne vous abonner à Noco que sur les sites partenaires. Ce genre de choses. Il y a des sites partenaires, où par exemple des vendeurs de clés comme Humble Bundle, comme ça, qui sont reconnus comme étant fiables, tout ça, il vaut mieux faire confiance à ces organismes-là. Voilà, c'était un petit message de prévention. On va maintenant parler de toute autre chose, puisqu'on va parler, Aymeric, de Mirror's Edge Catalyst. Ouais, un jeu que t'attendais pas mal, il me semble. Que j'attendais beaucoup parce que j'ai adoré le premier épisode. Et donc ça fait 8 ans qu'il est sorti le premier. Donc j'attendais la suite et la voici. La voici, la suite de Mirror's Edge.
Face, par ici. D'aventure en aventure, de jeux en jeux, nous passons par tous les sentiments. Par la joie bien sûr, parce que c'est quand même l'objectif principal. Par la colère régulièrement lorsqu'Internet fait des siennes et que le ping monte de manière indécente. Par la tristesse aussi quand des marchandes de fleurs meurent injustement. Mais je le respecte. Et rarement, assez rarement, il nous arrive de passer par l'émerveillement. Les raisons de cet état peuvent être multiples, elles sont d'ailleurs souvent personnelles. Ça peut aller du building détruit sous Frostbite 2 lors d'une démo à l'E3, à un twist scénaristique insoupçonné, en passant par la découverte d'un jeu qui semble directement s'adresser à nous-mêmes. En 2008, le premier Mirror's Edge a produit cet effet sur un nombre minoritaire mais conséquent de joueurs, charmés instantanément par son héroïne, ses wallruns en vue subjective et sa ville au contraste de couleurs prononcé. Il n'était pas parfait, loin de là, mais il proposait quelque chose d'unique, ce qui suffisait largement à nous faire oublier ses défauts et à nous donner envie de voir un jour apparaître une suite. Mirror's Edge Catalyst n'en est pas vraiment une, puisqu'il s'agit plutôt d'un reboot effaçant plus ou moins les événements du premier et unique volet. Un choix plutôt étrange de la part de DICE, mais qu'importe. 8 ans après la dernière apparition de Face, Catalyst s'est présenté à nous en nous promettant plus de parcours et plus d'environnements à explorer, alors nous, naïvement, on a accepté son invitation. L'histoire nébuleuse de Mirror's Edge, premier du nom, n'était pas des plus mémorables. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles DICE a choisi de la réécrire et de se concentrer, cette fois-ci, sur Face et ses origines. J'attends que tu tiennes ta promesse. Dans les grandes lignes, cependant, le scénario reste très similaire. On a encore une fois affaire à une ville au fort relent de régime totalitaire, dans laquelle la liberté, ou plutôt ce qu'il en reste, est défendue par les messagers. Dernier jour, hein? Des genres de coursiers en pleine crise d'adolescence, qui combattent l'oppression en faisant du parcours sur les toits de la ville, et en accomplissant, ça et là, quelques actions de rébellion envers Kruger et ses représentants. Kruger, c'est bien sûr le nom de la méga-corporation à l'origine de tout ce qui va de travers dans cette société liberticide. Dans Catalyst, cette société incarne donc le mal et ses soldats sont pour les messagers ce que les agents sont pour les potes de Neo dans Matrix, des ennemis en surnombre qu'ils doivent fuir ou combattre. Des représentants de l'ordre complètement bornés qui n'apprécient pas vraiment tous ces pirates informatiques aux pseudonymes mythologiques. Bref, tout bêtement, le but ici est de mettre des bâtons dans les roues de cette entreprise maléfique. Et si l'histoire de ce Mirror's Edge est nettement plus claire, elle peine, de nouveau, à nous intéresser. Même le personnage de Face, censé pourtant être développé à travers ce volet, a du mal à inspirer de l'émotion ou de l'attachement. La VF n'aidant pas à donner un peu de substance à cette héroïne cliché et prévisible, énième élu banal d'un énième futur dystopique banal. Mais bon, après tout, le véritable point fort de Mirror's Edge, c'était son gameplay atypique. Et DICE n'a pas oublié ce détail. La preuve, le studio le met encore plus en avant en nous ouvrant les portes de la Cité de Verre. Enfin, de quelques-uns de ses toits, plus précisément. Ok, Face. Je te sens plus que prête à accepter une véritable mission. La ville a donc cette fois-ci un nom et peut être explorée de manière non linéaire. Le monde étant ouvert, le joueur peut suivre l'histoire à son rythme et choisir de faire l'aventure en ligne droite, de passer des heures à fouiller les moindres recoins de la cité, à la recherche de ces innombrables noms secrets. Collectible A soigneusement placé tous les 50 mètres, collectible B soigneusement placé tous les 30 mètres, documents, enregistrements et autres kits présents par centaines dans tous les quartiers. Si certains de ces objets étaient déjà présents auparavant, leur rareté les transformait en petites récompenses, totalement facultatives mais systématiquement agréables à trouver au détour d'un passage obscur. Ici, la ville est littéralement polluée par toute cette camelote à récolter. Et comme chaque élément ramassé donne un petit peu d'expérience, on se retrouve souvent à s'écarter de son itinéraire de base pour récupérer une quelconque puce électronique qui nous permettra de débloquer un nouveau coup ou une nouvelle compétence à la façon d'un Batman Arkham. En moins profond, évidemment. Parce que la majorité des mouvements, wallrun, demi-tour, roulade, faisaient déjà partie du kit initial de Face dans l'épisode d'origine. Et parce que les combats de Mirror's Edge Catalyst sont une vaste blague. La faute à une IA complètement dépassée et à un système de jeu simplement pas adapté à du combat en arène. Face est un personnage constamment en mouvement. Elle n'a pas été conçue pour être efficace dans des duels de plus de 3 secondes. Et le précédent jeu gérait cela en nous permettant de filer à travers les ennemis tout en vitesse et en fluidité, sans forcément occasionner des morts au passage. Catalyst fait tout le contraire et nous force régulièrement à participer à des affrontements bien trop statiques contre les forces de Kruger. Heureusement, le jeu conserve un aspect parcours impeccable, et les courses sur les toits de la ville restent plaisantes, car quasiment inchangées dans leur fonctionnement. Le fameux système d'indice visuel est conservé, voire même amélioré avec le Pulse, l'outil de communication qui permet aux messagers de baliser la ville et de lancer des défis, en fait de créer des courses en choisissant un point de départ et un point d'arrivée. En plus des collectibles, on peut donc trouver à travers la ville un grand nombre de balises, laissées soit par les développeurs, soit par les joueurs.
Une manière asynchrone de communiquer qui ajoute, timidement, un peu de dynamisme à une ville où finalement on ne croise jamais personne si ce n'est des citoyens détenteurs de quêtes insensées du genre « Eh, psst, messagère, pour des raisons absolument vitales, il faut que tu livres ce colis 100 mètres plus loin à un type posté sur un balcon. T'as 50 secondes pour accomplir cette mission. Si tu dépasses ce délai, tu devras... sinon, tu devras réessayer. » Le message n'est diffusé qu'en cas. Je sais l'essentiel. Alors en effet, si on fait des comptes, il y a plein de choses à faire dans la Cité de Verre. Et pourtant, on a rarement vu un open world aussi désert. Plutôt dommage pour ce qui était censé être la grande nouveauté de ce nouveau volet. Fortement demandé par les joueurs, la possibilité d'explorer plus librement la ville trouve en fait très vite ses limites, au point que l'on se demande si le principe d'open world est véritablement compatible avec l'identité de la série. Car la formule de Mirror's Edge était efficace à petite dose, dans des niveaux étroits, uniques et propices au rush. La ville présentée ici, de par son architecture bien moins originale, permet moins ses coups d'éclat, sauf, et c'est entièrement paradoxal, lors de missions ponctuelles où certaines zones sont temporairement ouvertes. Découpée d'une bien étrange façon, la Cité de Verre ne peut finalement pas se visiter librement, la navigation étant parfois soudainement stoppée par des obstacles artificiels. Un gouffre béant, une porte verrouillée ou une vulgaire barrière qui force à effectuer des détours aberrants et à passer, des dizaines de fois, devant des environnements vides d'âme et de charme. On note bien sûr la possibilité d'effectuer des voyages rapides ou d'utiliser un grappin pour avoir accès à quelques raccourcis bienvenus. Mais d'une façon générale, les sentiments que l'on ressent le plus lorsque l'on joue à Mirror's Edge Catalyst, c'est l'ennui et la frustration d'avoir entre les mains un jeu dont le potentiel, absolument immense, n'a pas su être exploité. Un petit peu déçu par ce Mirror's Edge. Je suis très déçu, et d'autant que, outre le fait que ce soit un jeu plus ou moins raté, c'est peut-être la dernière apparition de Face en fait dans le jeu vidéo. Parce que le deuxième épisode, donc celui-ci, a mis beaucoup de temps à arriver. En partie parce que je crois que le premier n'avait pas très bien marché. S'il se retrouve avec un deuxième jeu qui ne fonctionne pas très bien, enfin, en tout cas les premiers retours de la presse sont pas super top, j'ai peur qu'on la revoie plus en fait. Qu'on la revoie plus, que 2 échecs de suite, ce soit trop pour l'essence. Emric, on dit jamais 203, t'inquiète pas, tu vas la revoir. Dans 10 ans peut-être. Et ça sera encore dans un jeu pété, mais tu vas la revoir. T'inquiète pas. C'était la prédiction de Hung Patcher, du coup, analyste économie média. Mais oui, j'espère aussi qu'on la reverra malgré tout. Alors on va parler d'open world maintenant, vu qu'on voit là dans cette critique que ça peut être un problème parfois dans les jeux. Enfin que c'est voilà, et puis en plus on parle d'open world partout, rien qu'à l'E3 là dernièrement, plein de trucs en open world. Petit test avant de commencer à en discuter, si je vous dis open world, là comme ça, à quoi vous pensez en premier lieu, Hung? GTA. En combien tu me dis open world. En combien? Open world en 1. GTA. GTA, Emric. En 3, Red Dead Redemption. Red Dead Redemption. Ok. Ah, par contre, tu connais pas les règles de pyramide. C'est toujours un. Mais c'est pas grave. Qui les connaît quelqu'un qui l'a dit. Patrice Laffont. Donc, effectivement, GTA, c'est un des open world qui a marqué le plus de monde. Déjà, open world, évidemment, il faut se poser la question qu'est-ce que c'est exactement. C'est assez. La réponse est pas très dure à trouver. Open world, ça veut dire monde ouvert. Donc, l'open world, Mehdi, en gros, qu'est-ce que c'est dans le jeu vidéo? Monde ouvert dans le jeu vidéo, c'est avant tout la possibilité, au moment où tu démarres ton jeu, d'aller en fait un petit peu n'importe où. Et ce, idéalement, de manière seamless, c'est-à-dire sans transition, sans temps de chargement, parce qu'autrement, tous les jeux sont des open world, avec des ellipses, avec des... Mais voilà, c'est ça, c'est la possibilité, dès le début du jeu, d'aller où tu veux, de vivre ton jeu, d'aller où tu veux, et ce, de manière seamless. Ça implique pour vous un monde étendu, ou un open world, parce que c'est possible, tu vois, t'as accès à tout un appartement. À tout un niveau. Ça implique évidemment, derrière, il y a une idée de monde de grandeur, de monde vaste. Et d'ailleurs, c'est même cohérent, quoi. Enfin, je veux dire, un écosystème. Avec un écosystème, avec des trucs qui se bouffent, ou avec parfois des trucs persistants, avec parfois des répercussions en fonction de ce qu'on y fait. Et c'est même d'ailleurs devenu un style d'argument marketing, la taille de la map. Qui te donne tout un tas de promesses quant à ce qu'on a la plus grosse map. qu'on a la plus grosse. Ouais, effectivement. Open world, donc l'idée derrière l'open world, en gros, c'est la liberté. C'est ça. C'est la liberté, ça c'est quelque chose qui date de très longtemps dans le jeu vidéo. Mais même dans la vie, enfin je veux dire. Effectivement. Effectivement. Mais tu vois, quand tu dis tout est explorable librement, c'est par opposition à quoi? À des jeux à niveau, par exemple, comme
Tu vois, l'inverse d'un open world, c'est quoi? C'est Par opposition à des jeux à niveau, par opposition à des jeux dans lesquels il faut que tu avances dans le scénar et que tu débloques certaines scènes pour accéder à d'autres trucs, ou que tu débloques certains items, certaines features dans un Metroidvania, certaines compétences pour avancer dans le jeu. Voilà, par opposition à tout ça. On en parlera plus tard, mais effectivement, Metroidvania, on peut... Bon, c'est parfois un peu... La frontière est parfois un peu... Mais une des features des Metroidvania, c'est maintenant t'as le double saut, tu peux aller à cet endroit-là. Cela dit, c'est pas totalement absent des open world, de jeux qu'on considère complètement comme des open world, ce genre de choses. Par exemple, GTA et ses ponts fermés en début d'aventure. Pour prendre un exemple récent, dans Mirror's Edge par exemple, à un moment tu récupères un grappin qui te permet en fait de tirer certains éléments du décor et en fait de t'ouvrir de nouvelles voies. Voilà. Alors que c'est un open world. Alors je vois déjà là des gens sur Twitch qui disent que l'open world c'est aussi un peu pouvoir faire ce que tu veux. Et dans le sens que tu veux, dans le pouvoir faire ce que tu veux, alors dans le sens que tu veux, c'est un peu ce que tu disais, pouvoir faire ce que tu veux, il y a le côté bac à sable, qui n'est pas forcément lié à l'open world, mais dans les faits, ça l'est souvent. L'open world a émergé en même temps que la notion de bac à sable, justement, avec GTA, avec Assassin's Creed plus tard, tout ça, mais c'est pas forcément lié. Ça m'amène à une question, est-ce que l'open world doit être considéré comme un genre de jeu vidéo ou pas ? Je pense pas. Je pense que c'est une caractéristique d'un jeu, tout comme une vue à la première personne est une caractéristique d'un jeu. Mais pas... Les deux peuvent être assemblés, on l'a vu dans Mirror's Edge. Mais c'est clairement pas un genre à part entière, puisqu'on a des jeux de bagnole en monde ouvert, on a des... Forza Horizon, on a toutes sortes de vrais genres qui s'adaptent au monde ouvert. Donc le monde ouvert est plus une caractéristique qui vient s'ajouter à des genres existants. C'est ça, et comme je le disais tout à l'heure, c'est devenu au fil des années un style d'argument marketing même. C'est une feature, voilà, c'est comme ça. Truc, petit astérisque, monde ouvert. Ouais. Monde ouvert, c'est donc pour vous une feature, quelque chose qui est annoncé, voilà, qui est tu le mets au même rang que plus de 50 armes, je sais pas quoi pour un FPS. Exactement, monde parce ouvert. que c'est une promesse aussi de quelque chose. Tu regardes, je crois que c'était Just Cause 3 qui avait fait ça. À l'occasion de la sortie de Just Cause 3, on avait parlé d'une des plus grandes maps du jeu vidéo. Voilà. Et ça, dans la tête des joueurs, c'est une promesse de liberté quasi infinie. Après, ce à quoi on réfléchit pas tout le temps, c'est ok, t'as un grand monde, mais encore faut-il y faire des choses intéressantes dedans. Ça, justement, on va en parler un peu après. Il y a Pseudoless qui demande sur Twitch toujours, est-ce qu'on fait la différence entre un open world et un bac à sable, c'est ce qu'on disait avant, ou est-ce qu'on considère ça comme la traduction du terme? Personnellement, je pense que non, parce qu'encore une fois, tu vois, on parlait de Forza Horizon, un jeu de voiture en open world, c'est pas vraiment du bac à sable. En l'occurrence. Et puis de l'autre côté, tu as aussi des jeux bac à sable qui ne sont pas open world. Tu prends comment ça s'appelle ce jeu de Media Molecule, cette série de Media Molecule Little Big Planet. Little Big Planet, tu as toute une dimension bac à sable où tu peux faire tout un tas de choses, essayer tout un tas de choses. Voilà, plus le côté émergent là. Ouais. Mais oui, il y a un côté bac à sable. Il y a un côté bac à sable, ouais, t'es pas dans un open world. Mais c'est vrai que bac à sable, tu sais, dans l'idée même de bac à sable, quand on désigne un bac à sable, le bac à sable, c'est le monde, généralement, dans lequel tu fais ce que tu veux. Et ce monde-là, on aime bien dans le jeu vidéo, généralement, qu'il soit grand et du coup que ce soit un open world. Donc c'est vrai que c'est très lié, hein, mais je pense pas que ce soit systématique. Ce jeu où tu pouvais faire des catapultes, là, comment il s'appelle les trucs Besiege. Ouais. Besiege. Il y a un côté aussi, tu fais ce que tu veux, t'expérimentes. Ouais. Je trouve qu'il y a aussi cette notion-là dans le bac à sable, tu vois, tu t'amuses. Je pense que oui. Si on prend l'image de bac à sable tel que c'est utilisé dans le jeu vidéo, je ne mettrais pas ça dans le bac à sable. Parce que comme c'est utilisé dans le jeu vidéo, je trouve qu'effectivement, qu'on le veuille ou non, qu'on le trouve justifié ou non, le bac à sable est souvent rattaché fortement à l'open world et vice versa, je trouve. Cela dit, l'open world, le monde ouvert dans le jeu vidéo, c'est pas récent du tout. Ça date en fait assez longtemps. Les premiers exemples d'open world, Médoc toujours, ça remonte à quand en gros? Ça remonte à Zion, hein. Ouais. Ça remonte au Hunter, pour moi. Pour toi, ta première expérience, mais sinon on parle souvent d'Ultima. Ultima, une série évidemment massive, dans laquelle il y avait ce feeling d'open world. J'ai des grands souvenirs de plusieurs Ultima, mais en particulier du 8, Ultima 8 Pagan. Moultes et moultes fois, tu t'es mis en travers de mon chemin, Avatar.
je te fais l'intro, Oui. mais aussi le Ultima 9 Ascension, si je dis pas de bêtises. Mais avant ça, ouais, bien sûr, premier Ultima est Serpentine, souvent considéré comme. c'était sur de l'open world, mais, et c'était un petit peu, enfin, c'était complètement nouveau pour l'époque, et c'était limite déstabilisant, mais c'était complètement grisant. Ouais. Mais t'en as eu d'autres aussi. Tu parlais d'Hunter, ouais. C'était, tu m'en parles souvent comme étant la première fois que tu t'es dit, attends, quoi, c'est ça l'open world? Ben, évidemment, parce que c'était un jeu. Amiga, J'avais joué sur Amiga. 91, je crois, la sortie, si 91, donc il est possible qu'il soit sorti également sur Atari ST. Bon, même si on sait que Amiga et Atari, juste au passage. Je manque jamais une occasion. Je manque jamais une occasion. C'est quoi Mais le principe de le principe d'Hunter, en fait, c'était le premier jeu dans lequel tu avais affaire à plusieurs véhicules, c'est-à-dire tu pouvais t'avançais, tu avais des ennemis, tu pouvais te battre, tu avais un flingue, tu pouvais tirer, mais tu pouvais switcher de la planche à voile à la bicyclette, au tank, à la voiture. Tu pouvais switcher comme ça dans un monde ouvert pour le coup. Et là aussi, c'était déstabilisant. Là aussi, ça faisait bizarre. Pareil, d'autres exemples de... Juste rapidement pour rester sur Hunter, excuse-moi, t'avais un objectif clair ou c'était un peu, on te lance dans ta partie et vas-y maintenant? T'avais un objectif clair, genre aller là, tuer cette personne ou remplir cette mission. Mais évidemment, à chaque partie que je faisais, je m'en battais les steaks. Ouais. C'était pas ça que je voulais. Ouais. C'était faire les aventures et après prendre une planche à voile Ouais. et partir loin et arriver à un moment donné où je vais tomber sur un bateau ou sur une voiture ou un tank. Et là, je vais tirer sur tout ce que je veux. Donc c'était vraiment ça l'esprit que je kiffais. Mais donc finalement, en fait, le principal argument du jeu, on dit que l'open world n'est pas un genre, mais là c'est presque... En fait, si c'est pas un genre, c'est la feature qui aveugle toutes les autres. Son intérêt vient de C'était l'open world. exactement ça, et c'était évidemment amplifié par le fait qu'à cette époque-là, Il y avait pas c'était d'autres- pas ce genre ouais, de bien jeu. sûr. C'était pas le genre de jeu que tu avais. Un autre exemple d'open world que tu avais à l'époque, Draken, Ouais. avec des mécaniques 100% RPG. Donc là, tu étais dans open world RPG, donc a priori mon kiff, et d'ailleurs ça l'a été, parce que voilà, tu pouvais aller dans n'importe quelle direction. Après, tu te faisais sécher par des ennemis, mais comme dans plein d'autres open world, parce que tu n'étais pas assez fort. Mais tu pouvais te balader n'importe où, et encore une fois, ce sentiment de liberté, c'est à l'époque, fin 80, début 90, c'était quelque chose de vraiment précieux, et pour le coup, de vraiment nouveau, quoi. D'accord. Alors ça, on parle des prémices là, de l'open world avec ces deux jeux. Maintenant, si on devait citer le jeu qui a popularisé l'open world moderne, entre guillemets, pardon, on dirait GTA 3. Est-ce que je m'avance en disant on dirait GTA 3 ou pas? Ou peut-être les premiers GTA même. Mais surtout le premier GTA 3, je veux dire, parce que premier sur PS2, évidemment. 3D, monde ouvert moderne, on fait ce qu'on veut dans Liberty Sur City. une plateforme avec un parc installé, mais dans tous les sens, donc ça aide à populariser un petit peu un genre. Mais ouais, Ça a posé beaucoup de bases et de règles de l'open world. Évidemment. Beaucoup de clones aussi. Effectivement. évidemment, mais il y a participé grandement, mais tout comme une série comme Assassin's Creed aussi. Un peu plus tard, effectivement. Assassin's Creed, c'est un peu l'open world next-gen de l'époque, quoi. Enfin, qui a mis les bases de l'open world à l'ère de la 6e, 7e génération de consoles. Je ne sais plus les générations, je m'en PS3 360 Ouais. en tous les cas. T'avais joué à GTA toi, Wong, ou pas? Ouais. Le 3. Tu te souviens de sensations particulières la première fois que tu y as joué? C'était quelque chose de nouveau pour toi? Enfin, ce côté liberté en 3D comme ça. Il y avait le code. C'était nouveau oui et non, parce que tu avais les précédents GTA où déjà tu pouvais faire du carjacking, tu avais tout ce délire où tu pouvais prendre n'importe quel véhicule, jeter le propriétaire et faire ce que tu voulais. Mais non, il y avait vraiment le côté immersif d'être dans une ville en 3D et de la parcourir comme tu voulais, quoi. Et je pense que c'est ça qui marque vraiment une étape par rapport à ce qu'il y a eu avant, en tout cas pour moi. Ouais. C'est vraiment être immergé dans un monde en 3D et découvrir un monde plus ou moins cohérent, mais qui se voulait en tout cas cohérent. Il y avait eu des drivers avant sur PS1 aussi, d'ailleurs, qui faisaient un petit peu t'avais que des bagnoles. Enfin, t'étais Il y avait dans ta des bagnole, bagnoles, tu oui, pouvais oui, pas sortir de ta bagnole. Mais il y avait tout quand même ce côté... Ville, mais elle était 1000 fois moins vivante que dans un GTA. Voilà, c'est ça. on peut même parler de Shenmue, tu vois, mais... Ça rentre pas dans la définition qu'on a donnée avant, mais tu avais aussi ce sentiment de liberté et de cohérence dans la ville qui ce était côté retranscrit. sandbox où tu pouvais faire plein de choses, tu Chez pouvais nous, aller t'étais à fond au dans Game le côté Center, sandbox, effectivement. voilà, Ouais. enfin,
Mais bon, Non, t'avais plein de open world chargements. au sens strict, parce que ouais, c'était divisé en zones. À chaque rue, tu avais un chargement et tout ça, mais à part ça, le reste était Ouais, voilà, complètement c'est ça. cohérent. Bah, c'était présenté comme ça. Je crois ne pas me tromper en disant que son codename c'était Free. Non, le genre, c'était free. Ah non, c'était le genre. Ah oui, c'est ça, Full le genre. Active Ouais. Eyes Entertainment. Voilà. Donc tu vois, c'est vraiment le côté, liberté. Notre objectif, c'est de vous laisser libre. Donc il y a une idée en tout cas commune avec celle de l'open world derrière Clairement, Shenmue. après, bon, je pense que techniquement, ils étaient obligés de mettre des chargements, tout ça, mais s'ils avaient pu faire 100, ils auraient fait 100. Ah oui, ouais, Shenmue et GTA 3 qui sont, je sais pas, il doit y avoir 2 ans entre les deux. Je pense que c'est les 2 jeux majeurs au tournant des années 2000 qui. 2000, Shenmue, je sais Shenmue plus. 99, il me semble. Ouais, c'est ça. Alors, parler de Shenmue, ça m'amène au genre qui gravite autour de, pas au genre qui gravite autour de l'open world, mais plutôt ces jeux est-ce que c'est de l'open world, est-ce que c'en est pas? On sait pas trop. Shenmue, tu vois, par exemple, quand on se dit c'est de l'open world, mais en même temps il y a des zones, ça correspond pas tout à fait à la définition. Il y a pas mal de jeux comme ça. Tu parlais des Metroidvania. On peut penser au premier Zelda aussi, Emmerich, le premier Zelda. Ou même Ocarina of Time, tu vois, qui n'est pas. Ouais, mais avant pas ça, du je tout. veux dire même le premier Zelda, parce que Ocarina of Time, ça ressemble déjà plus. Mais toi, le premier Zelda, t'as un côté, c'est l'aventure, c'est l'open. À l'époque, s'il y avait un côté open world. Tu peux choisir d'aller à droite, à gauche, en bas ou en haut. Donc, important. c'est la liberté. Dans d'autres jeux, t'avais pas le choix, t'allais tout droit, t'allais à C'est droite, ou enfin souvent juste à droite. Et donc ensuite, Ocarina of Time arrive donc sur Parce 64. que là, c'est pas vraiment un open world, mais c'est la première fois que j'ai ressenti ce sentiment open world d'arriver dans une vaste étendue et qui est tellement vaste que tu as besoin d'un moyen de locomotion, donc un cheval pour te balader dedans. Et moi, j'avais jamais vu ça et ça m'a donné effectivement cette impression de liberté assez énorme, quoi. Mais c'était pareil, là aussi, un des plus gros attraits du jeu. Là, il y avait quand même tout le système Zelda derrière. Ouais. Donc pour toi, là, l'open world, ça devenait vraiment, enfin, le côté open world, c'était un bonus sympa en plus, ou c'est ce qui fait que pour toi ce jeu fonctionnait? C'est en grande partie ce pourquoi j'avais adoré le jeu à sa sortie à l'époque. Je suis pas d'accord. Pour moi, c'est pas ça qui est marquant dans Il y a Ocarina of Time. plein d'autres choses. c'est- Ouais, mais il y a c'est- plein de gens c'est- qui retiennent les tripes avec Epona sur la plaine Viault. C'était vachement bien foutu parce que la première fois que tu sors et que tu arrives dans la plaine, le jeu est fait de manière à ce que Il y a si une mise en scène qui fait que la tu mise dis en ah scène, putain mais c'est. aussi le fait que tu arrives en fait et tu sais dans l'objectif que tu dois aller vers le château, sauf que la distance entre la forêt Kokiri et le château, t'as pile poil le temps en fait d'arriver dans le château lors de ton premier run. Mais sauf que le premier run, évidemment, t'arrives dans une plaine, t'as envie de zigzaguer, d'aller un peu à droite à gauche. Et le fait est que tu vois le château au loin, t'arrives pile poil quand la nuit tombe. Et là, le château, comment ça s'appelle là? C'est le pont-levis. Ouais. Le pont-levis, justement, il se lève et tu te retrouves dans la plaine tout seul à t'affronter, à voir des monstres en fait qui poussent devant toi. Et c'était complètement fou, quoi. Tu vois, t'es dans la plaine et. Ouais, mais après On demande sur Twitch, je change un peu de sujet, on reste sur 64, on demande sur Twitch si Mario 64 est un open world. Alors, pour moi, non, justement, pas pour du moi, tout. pas du tout, c'est complètement scindé en tableaux, en niveaux, mais ça montre quelque chose, c'est que il y a une vraie sensation de liberté dans Mario 64 à l'époque quand il sort, on se dit vraiment. Mais il faut pas confondre sensation de liberté et open world. Voilà, tu peux installer une sensation de liberté parfois plus grande que celle d'un open world, sans être en réalité un open world dans tes mécaniques. Où il était révolutionnaire, Mario 64, c'est que tu avais des niveaux, effectivement, mais dans ces niveaux, tu avais plusieurs étoiles et tu pouvais aller les chercher dans l'ordre que tu voulais, plus ou moins, quoi. Enfin, et c'était à toi de te débrouiller. Tu n'avais pas ce côté, je vais de gauche à droite comme dans un platformer classique, quoi. C'était vraiment, tu étais dans un niveau et fallait te débrouiller pour choper les étoiles, quoi. Ouais. Et donc, c'était quand même ouvert, mais à l'échelle d'un niveau. Oui, c'est ça. Oui, Mais après, en quelque oui, sorte. du coup, t'as pas le côté sandbox, t'as pas le côté, donc bon. Mais à l'échelle de Mario, je veux dire, quand tu prends depuis les débuts de Mario, le simple fait de pouvoir revenir en arrière après un niveau, ça ressemble à de l'open world parce que jusqu'ici, tu pouvais pas le faire. Donc forcément, Mario 64 a cet effet, ce même effet d'ouverture soudaine et de grande liberté. Et parce qu'aucun jeu de plateforme 3D n'avait réussi à donner ce sentiment-là. Enfin, tu vois, tout était très balisé. Tu vois, je veux dire, Pandemonium, t'avais des mouvements de caméra, mais c'était quand même de gauche à droite. Crash Bandicoot, c'était de haut en bas, ou de bas en haut. Et là, vraiment, tu t'allais à 360 degrés. Donc, tu avais ce truc de liberté. Après, open world, c'est peut-être pas... Pour moi, c'est justement le contre-exemple de l'open world. Je suis assez d'accord avec ça. Ouais, c'est l'impression là qui prime sur les... Mais dans à peu près dans cette même catégorie, tu as aussi Shadow of the Colossus, dans lequel tu pouvais aller dès le début n'importe où, même à des endroits où on n'avait pas forcément prévu que tu y ailles.
Mais le jeu, tu pouvais le terminer et tu pouvais avancer dans le jeu qu'en allant aux endroits où on avait prévu que tu ailles dans un certain ordre. Pour moi, ça n'en fait pas moins un open world. Oui, parce que, classiquement, je veux dire, un Assassin's Creed ou un GTA, si tu veux arriver au bout du jeu, t'es obligé de faire les missions dans l'ordre prévu. C'est vrai. Mais ça, on reviendra un peu là-dessus un petit peu plus tard. Le fait que tu parles d'Assassin's Creed, ça m'amène au fait que, pour moi, je trouve que, et on l'a dit en fait, plutôt Assassin's Creed, c'est l'open world des générations PS3 360, c'est ce qui a amené plein de bases, et ça a amené des choses aussi, des automatismes, qu'on voit, ces quêtes un peu, qu'on répète un petit peu partout, ces univers dont on dit qu'ils sont certes très grands, certes très chouettes, mais souvent un petit peu vides, et du coup... C'est creux. Creux, ouais, enfin... C'est pas creux, c'est pas intéressant. Creux. Oui, mais là vous parlez de Assassin's Creed spécifiquement du type de mission qu'on peut te filer pour remplir ton open world qui est massif. De mission ou de tic, tout simplement. De tic, on va te sortir un open world, tu sais maintenant que quand tu as un open world, tu vas avoir des objets à collecter à droite à gauche et ça fait partie limite de, l'identité des open world d'aujourd'hui. Voilà. Effectivement. Et donc ça m'amène au futur de l'open world, un des futurs de l'open world possible, alors qui pousse l'open world à fond et qui, je trouve, cristallise pas mal de ces doutes-là quand on dit mais attends, c'est grand, mais qu'est-ce qu'on fait dedans ou ce genre de choses. C'est No Man's Sky qui est toujours pas sorti et qui pousse l'open world à l'échelle d'une galaxie. On va regarder un petit peu ce que ça donne open world pour se rafraîchir la mémoire avant d'en parler. I've seen things. A few things before. Left the sun and moon behind. Galaxies waiting to be found. Planets rich in resources. Battles to be fought. Treasures unknown. A universe you wouldn't believe. Voilà, No Man's Sky, donc effectivement l'open world poussé à son paroxysme. Enfin, je vois pas ce qu'on peut faire plus. De dire tu veux être libre dans une planète, tiens, on te donne une galaxie, tu fais ce que tu veux. L'univers après. L'univers, là, quand t'arrives à... L'univers de l'univers. Oui, non, mais voilà, sinon, oui, t'as des univers parallèles, mais autrement, là, je crois que on parle de millions et millions de spots à explorer. Quoi. En utilisant le procédural, la génération, qui est beaucoup utilisé aussi dans les open world, mais la question qui revient la plupart du temps quand on parle de ce jeu-là, les joueurs se demandent mais qu'est-ce qu'on va faire dans ce jeu ? Est-ce qu'il y a un but finalement ? Est-ce que c'est juste de l'exploration ? Est-ce que c'est juste de l'open world ? Ils n'avaient pas parlé d'atteindre le centre de la galaxie ? Oui, après les développeurs ont donné des choses, mais je veux dire, la question qui est le plus souvent soulevée quand les gens voient, quand on leur présente No Man's Sky, c'est mais il n'y a rien à faire là-dedans. Enfin, ok, c'est cool, mais qu'est-ce qu'on va faire là-dedans ? Et parce qu'il y a ce côté... Voilà, comme on disait juste avant dans les Assassin's Creed, qu'on disait un peu creux, un peu, certes, des grands mondes, mais qu'est-ce qu'on y fait finalement dans ces mondes-là ? Il y a Von Yaourt qui a dit sur Twitch tout à l'heure, l'open world, est-ce que ça peut pas être considéré, d'une certaine manière, comme une forme d'économie sur le game design ? C'est-à-dire, au lieu de vraiment concevoir des systèmes poussés, du level design aussi d'une certaine manière, très, très précis, très poussé, on va lâcher les joueurs dans des grandes zones, qui sont souvent donc bac à sable, et puis débrouillez-vous un petit peu. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ça ? Le côté open world, un peu plus, qui se suffit un peu plus, qui se contente un peu plus de lui-même, quoi. Je pense qu'il y a les deux, quoi. Tu vois, un GTA, un Red Dead,
quand tu fais une mission, elle a clairement été pensée, tout ça. Après, oui, dans le cas de No Man's Sky, oui, effectivement. Mais ça je peut pense. te suffire, toi, un jeu Moi, comme No non. Man's Sky? Non, clairement pas. C'est vraiment pas ma cam, mais. Après, il te faut du contenu. il faut un truc pour avancer. Ouais, Ouais, mais alors, est-ce que c'est pas ce qui différencie Attends, Mehdi allait répondre à vous, je crois. Non. Concernant Juste après. le cas No Man's Sky, justement, c'est depuis le début, on communique c'est la dessus promesse, hein, en c'est, disant la promesse. Après, reste à voir s'ils la tiendront, mais bon, pour l'instant, on n'a pas touché au jeu. Mais la promesse, c'est justement tout miser sur l'exploration. Donc là, c'est pas uniquement on te met un open world et tu te démerdes dessus. Il y a tout un tas de mécaniques qui vont dans le sens de l'exploration, de la découverte, du sentiment d'être un style de pionnier. Et ça, c'est un kiff tout à fait légitime dans un jeu vidéo contre les espèces, la dimension génération procédurale. Tout ça, ça fait partie des features. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on peut pas vraiment les taxer juste d'avoir fait un truc grand. Après, là, tu parles de No Man's Sky en particulier, et Là, on sait pas exactement ce que ça va donner. et de ce problème éventuel, cette crainte qu'on pourrait avoir de finalement c'est grand, mais on n'a rien à faire. Ouais. Là, c'est un jeu qui a été pensé avec l'exploration en tête. Tu vois, pour revenir à la question du Twitchos. Oui. Justement, le côté procédural, c'est limite ça, moi, qui me dit que les développeurs, tu vois, ils ont codé leur truc, le truc va se faire automatiquement, les planètes vont se générer automatiquement. Et vas-y, faites votre kiff. Il y a du boulot pour coder ça, pour trouver ce qui te permet de faire ça. Ouais. Mais tu vois, c'est pas comme s'ils avaient imaginé des univers, des trucs, tu vois, c'est pas un Elder Scroll où t'as le kiff de t'immerger dans le truc. C'est du procédural, Grande mais série d'open world aussi, Elder Scrolls, dont on n'avait pas parlé. évidemment, mais c'est du procédural qui part d'une base, évidemment, où tu peux pas faire n'importe quoi. On va piocher des On reste éléments. peut-être un peu trop sur No Man's Sky en particulier. Tu avais une remarque, je crois, Aymeric, sur No Man's Sky toujours peut-être. En fait, No Man's Sky, c'est peut-être le contre-exemple, parce que pour moi, le game design et l'open world, c'est pas du tout des notions qui sont censées être contradictoires. Justement, quand on prend un exemple comme un Elder Scrolls, comme un Skyrim, le plaisir du jeu vient aussi dans l'exploration, d'aller un peu n'importe où et de tomber sur un endroit qui a été bien pensé par les développeurs, et que tu tombes sur un endroit super, un donjon bien fait, tu vois. C'est ça la différence entre un bon open world. C'est peut-être ça la différence entre un bon open world et un mauvais open world. C'est vrai, et ça m'amène à, tu vois, Elder Scrolls justement avant Skyrim, donc je prends Oblivion. Ce qui lui avait été le plus reproché, c'était ces donjons qui se ressemblaient tous. Je sais pas si vous vous souvenez. C'était Même remarque pour Dragon Age 2. pour Dragon Age 2, effectivement, ouais. Mais alors qu'il n'était pas vraiment open world, Dragon Age 2, si je me souviens. C'était aussi un des autres trucs qu'on lui reprochait. Mais Oblivion, t'avais ce côté, oui, ok. Donc comme tu dis, tu explores un peu partout. Et t'arrives, d'un coup un donjon, tu dis je vais avoir un truc bien construit, c'est moi qui l'ai découvert. Alors que non, en fait. Mais là, en fait, tu te retrouvais dans Oblivion à avoir toujours les mêmes donjons. Et ça m'amène à ces missions dans les Assassin's Creed, on cite souvent Assassin's Creed, mais parce qu'il est très représentatif, mais il y en a plein d'autres. Même les GTA d'une certaine manière, les Just Cause, plein. Les Saints Row, voilà, ces open world, les Batman Arkham aussi. Ces open world qui, en fait, ils te disent, t'as 500 missions à faire, je sais pas, dans ton open world, t'as plein de trucs à faire, mais en fait, quand tu regardes, il y en a 5 des missions et elles sont répétées chacune 100 fois. Oui. Ça, il y a vraiment un côté, pour le coup, je trouve, on verra ce que vous en pensez, d'économie. C'est que quand tu passes tant de temps à développer un monde comme ça, en tant que développeur, je veux dire, à créer un monde, à créer ses habitants, on sait que les gens insistent beaucoup là-dessus, généralement c'est dur de créer ces grands mondes-là, après, t'as plus forcément les ressources, le temps, les moyens, d'y insérer des trucs intéressants à chaque fois. Donc tu déclines. Pourtant, comme tu déclinais les donjons donc de Morrowind à l'époque. Exactement. Et pourtant, tu dois quand même livrer quelque chose, donner du jeu aux gens qui prennent qui achètent ton titre. Donc c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué, mais il y a des jeux qui arrivent un petit peu à sortir de ça, qui proposent qui propose gavade d'activités à faire, de quêtes, mais qui arrive à... Bon, en fait, je pense à The Witcher 3, dans lequel tu as vraiment beaucoup de choses à faire, dont certaines actions répétitives, mais ils ont l'intelligence, pour la plupart des activités qu'ils te proposent, de te mettre parfois juste un petit texte, mais qui, en quelques phrases, avec des mots bien choisis, t'as fait une petite histoire. Voilà, tu vois l'histoire. Il y a un corps ici.
tu fais ton sens de sorceleur, il y a du sang là, il y a des traces de griffures. Voilà, au final, c'était juste récupérer un coffre, mais ça t'a fait une petite histoire. Oui. Des chasses au trésor, t'en as 1000. Voilà, c'est ça. Mais il y a une petite lettre. Oui, Il y a un effort. C'est de vrai, fait. c'est vrai. Il y C'est a une vrai. attention. Mais il y a aussi, parce que, en fait, pour moi, les cas qu'on citait avant, où t'as de la répétition ad lib de quêtes pas très intéressantes, c'est là où, comme c'est le cas dans Mirror's Edge, où l'open world peut devenir un frein presque au jeu finalement, tu vois, où le jeu a quelque chose à proposer à la base, et le fait de le mettre en open world, bon, bah, on te dilue quelque chose. C'est justement ce que ça m'a fait avec The Witcher 3. Mais après, Ouais. tu sais, tu te balades, t'es à cheval, t'as ton petit point d'interrogation, tu dis, je vais aller voir ce qu'il y a. T'as toujours trois brigands pétés à tuer, les combats sont nuls. Et du coup, tu perds un peu le fil de l'histoire. Et moi, c'est ça qui m'a un peu. Mais bon. C'est qu'en règle générale, toi, les open world, le côté, c'est souvent par définition dilué et un peu erratique en termes de rythme, vu qu'on te le confie le rythme. Et qu'en tant que joueur, parfois, t'as envie de faire n'importe quoi. C'est quelque chose qui te. Disons qu'il faut que ça soit bien maîtrisé et que justement, ces petits trucs qui te dévient du droit chemin, même si c'est pas, enfin, l'expression n'est pas vraiment appropriée, soit quand même pertinent et intéressant, tu vois. Quand t'as 3 brigands à tuer et que ça te fait faire un petit détour pour rien, au bout de 20 heures de jeu, c'est relou, tu vois. Et c'est pour ça que c'est pas un frein, mais disons que c'est vraiment une question. Systématiquement, en tous les cas, c'était pas. C'est une question d'équilibre à trouver, et je pense que c'est sur ça que la différence va se faire sur les prochains open world, quoi, parce que maintenant tout est open world, quoi. Enfin, tu vois, Récemment, on a l'exemple de. Oui, effectivement, tu dis tout est open world, c'est un peu ce que je me suis dit un peu avec le dernier E3. Là. Ouais, voilà, tu vois, Days Gone, tout ça. Et il y a l'exemple de Steep. Est-ce que Kratos, God of War, ça va pas être un peu open world? Ça a l'air d'être en tout cas plus ouvert que ça l'était avant. Au bout d'un moment, est-ce que ça va pas être un peu chiant, quoi? Est-ce que tout peut être open world? Ouais, c'est une question qui se pose. Vous pensez, est-ce qu'on peut tout faire en open world? Non, tous les studios n'ont pas les ressources et le talent nécessaire pour créer. Effectivement, mais je veux dire, dans l'idée, est-ce que n'importe quel genre, tu veux un jeu de golf en open world? Ouais, pourquoi pas? Oui, bien sûr, pourquoi Après, pas. Ouais, mais Ça peut être chiant. Ça peut être chiant et parfois ne pas avoir spécialement d'intérêt. Par exemple, le golf, en dehors du golf, de ta course de golf, t'as pas forcément grand chose à faire. Un jeu de golf en open world, c'est peut-être GTA 4 finalement. Mais voilà, c'est ça. Pardon. C'est exactement ça. Tu fais des petits trucs en caddie, voilà. Steep, là, on le voit à l'image, Steep en open world, donc le ski en open world, ça vous branche, vous, ou pas? Mais ouais, mais carrément, ça fait partie du plaisir du ski. Le ski, c'est même pas que le ski, c'est les sports d'hiver, en gros. Ouais, c'est ça, ça fait partie du plaisir IRL du sport de la montagne, c'est l'exploration et, enfin, pour certains, leur piste. C'est plus conseillé. Pour on certains, va pas c'est pour ça donner que ce je dis, conseil à la pour certains, télévision. le hors-piste, donc je pense que ça peut carrément se prêter à de l'open world. Maintenant, j'attends de voir ce qu'ils vont faire avec, évidemment, si c'est quelque chose de trop segmenté et finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas 1000 choses à faire. Il n'y a pas le côté, parce que dans ce type, on imagine bien qu'une fois que tu arrives en bas de la piste, tu vas te téléporter. Tu vas pas prendre un tire-fesse. Bah si. T'es sur le Mont Blanc. A priori, il n'y a pas de tire-fesse. Un télésiège. Mais Ou un œuf. Tu vas sûrement te téléporter. Il n'y a pas quelque part, tu sais, dans la plupart des open world, on passe notre temps à se téléporter. Il y a faire du fast travel, mais c'est ça justement. La négation presque de l'intérêt de l'open world. Non, alors justement, c'est là où tu fais la différence entre les équipes talentueuses et les autres. C'est-à-dire que concrètement, un jeu dans lequel, dès que tu as découvert le fast travel, tu fais qu'à l'utiliser et tu n'utilises plus que ça. Pour toi, c'est que c'est pas si bien fait que ça. C'est pas si bien fait que ça. Tu prends par opposition une équipe talentueuse qui fait un jeu. Je sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi par exemple dans GTA 5 ou même GTA 4, il y a des fois où je prenais le taxi parce que j'avais pas envie de conduire, parce que j'étais claqué. J'étais fatigué. Tu regardais le truc et je prenais le taxi et le voyage, je le faisais en entier. J'ai pas fait ça une fois, j'ai fait ça plusieurs fois. Bien sûr, j'ai fait des fast travel, il y a pas de problème, mais j'ai fait ça plusieurs fois parce que voir la ville, voir des fois un petit accident, un petit accrochage, une embrouille entre deux chicanos. Voilà, c'était le kiff. Ouais. Voilà. Là, c'est parce que dans GTA 5, je pense que tu es dans l'open world comme un outil. L'open world est un outil pour moi, pour les jeux. Là, c'est l'outil complètement d'immersion. Ouais. C'est-à-dire que ça peut être un outil de plein de choses. C'est un outil de gameplay parfois quand on voit que c'est par exemple un Hunter, plus tard d'autres jeux, No Man's Sky, pardon. C'est un outil d'immersion dans le cas de GTA V, d'un Watch Dogs aussi, d'un Assassin's Creed Unity. Quand on te dit, regarde, Paris, c'est Paris comme à l'époque. Enfin, c'est comme ça que c'est présenté un petit peu en tous les cas. C'est qu'on te dit, on te recrée des univers dans lesquels tu es immergé, tout ça. Voilà, l'open world comme outil, je trouve que c'est très bien représenté dans GTA V. Maintenant,
Il y a des exemples, on a vu avec Mirror's Edge, et je pense aussi un peu avec Batman, je trouve, avec les Batman Arkham de Rocksteady, de cet open world qui s'invite dans une série et qui n'a peut-être, enfin, tu sais, change un peu les choses, pas forcément du meilleur côté. Est-ce que vous avez des exemples inverses? Parce que moi j'en ai un. Du principe de l'open world qui s'invite dans une série qui ne l'était pas à la base, ou dans un genre qui ne l'était pas à la base, et qui vous fait dire « Ah ouais, en fait c'est ça qui manquait à ce genre-là, ou c'est ça qui manquait à cette série ». Tu nous aurais posé la question Avant avant l'émission. l'émission. Je vous en ai parlé avant. Ah bon? Et on t'avait répondu? Si on t'a répondu, redis-moi ce que je t'ai dit. Non, ça vous évoque pas. Mais sinon, moi, ça me servira juste à lancer quelque chose. Parce que moi, il y a quelque chose Moi, qui je m'a pense beaucoup à World marqué. of Warcraft, en fait. World of Warcraft, ouais, mais Par c'est. rapport à Warcraft 3. Par- Tu vois, par exemple, D'accord, mais ça n'a rien à voir. voir en termes de jeu, par contre. C'est pas du tout le même gameplay. Non, ben non, mais tu prends la licence, tu prends l'univers, et tu veux dire ce que ça apporte, ce que ça apporte à tu en l'univers. crées quelque D'accord, chose ok, d'autre, et tu en crées quelque chose de cohérent, parce qu'il y avait déjà une géographie, il y avait déjà des factions, tout ça, et tu reprends ça et t'en fais un autre jeu, et ben je trouve que ça marchait vachement bien, et en termes de cohérence, ça rejoint un peu ce que disait Mehdi juste avant. Il parlait de taxi, dans World of Warcraft, t'avais carrément des moyens de transport, t'avais genre un métro. Tellement la ville était immense, t'avais un métro et tu devais attendre, comme tous les autres joueurs, que le métro passe pour le prendre. Et j'ai trouvé, la première fois que je suis tombé là-dessus, j'ai trouvé ça hallucinant. Ouais. C'est ouf comme parfois on se dit les trucs, c'est les plus chiants. Les trucs chiants dans En la fait, vie. en fait, C'est moi, comme dans c'est The bien Division ça. Ouais. où il y avait ce glitch où tout au début du jeu et tu devais attendre qu'il y ait de la place pour toi pour taper sur ce petit laptop. Moi j'avais surkiffé, j'avais perdu 1 heure mais j'avais surkiffé quoi. Il y a Rinkyo qui propose un jeu Tour de France en open world. Alors, oui et non, parce que finalement, si tu t'évites la piste, bah tu perds. Ouais, t'as les étapes, ouais. Mais c'est une bonne idée, mais dans ce cas, ouais, tu dis, bah non, allez, je m'en fous du Tour de France. Je vais aller. Tu mets des mécaniques de stealth, avec des gardes qui regardent, toi, et puis s'ils ne te voient pas, tu Des peux mécaniques gruger. de moteur aussi dans les cadres des vélos. Il y a plein de trucs à Des faire. picouses. Oui. Alors moi, en fait, ce dont je voulais parler en parlant de cet open world qui arrive dans un genre et qui le modifie pour le mieux, je trouve, c'est Skate. Voilà, le Skate de EA et de Black Box, j'ai trouvé que ça a apporté au jeu de Skate, jusqu'ici c'était principalement Tony Hawk, il y a Thrasher Skate and Destroy, pardon, qui avait fait ça un petit peu sur PS1, mais ça restait des niveaux quand même fixes. Là, Skate, ils arrivent et ils te disent, ok, une ville. Et là, pour le coup, c'est vraiment l'open world, je trouve, qui se justifie tellement, parce que le skate, derrière le skate, il y a ce côté urbain et l'idéal un peu tu traces quoi, tu traces en skate et puis à un moment il est cool ce spot, tu le dis comme ça parce que tu fais du skate et tu fais ça. C'est pour ça que Mirror's Edge, le parcours, ça collait trop bien dans l'idée. Bah, après l'application qui a été faite, évidemment, ça ne marchait pas. Parce que c'était peut-être cet open world un petit peu lazy. Mais bon, tu dis parcours, forcément une ville, donc forcément un open world. Bah, dans ce... Quand tu dis parcours avec un cas. Oui, évidemment. Mais du coup, ça me fait penser à une zombie outbreak, open world. Dans le cadre d'une zombie outbreak, c'était aussi la bonne idée. C'était la bonne idée pour Dead Island, mais ouais, ça a été fait et ça a été beaucoup plus poussé et beaucoup plus maîtrisé dans Dying Light. Effectivement. Il y a eu ça dans State of Decay aussi un petit peu. Ouais. Et ce sera plus ou moins le cas, comme tu le disais, dans Days Gone, visiblement. Ouais. Ça a l'air d'être le cas. C'est ce qu'ils disent en tout cas. C'est ce qu'ils disent en tout cas. Ce skate open world, il n'y avait pas déjà eu ça un peu dans Tony Hawk Underground 1 ou 2? Ça restait par niveau. D'accord. Si je me souviens bien, ça restait par niveau par opposition à Skate où c'était une ville, elle n'était pas immense, mais et le gros problème de Skate 1, c'est que tu ne pouvais pas quitter ta borne. Donc tes pires ennemis, c'était les escaliers. C'était les escaliers quand tu devais les monter, et c'était très dommage. Dans le 2, tu pouvais quitter ta où borne. tu pouvais faire. Le level design était excellent, il faisait en sorte généralement. Déjà, c'est une ville qui n'existe pas, c'est la ville, le paradis de tous les skaters, mais qui était plausible, et il faisait en sorte que tu aies des rampes à côté et tout, mais c'était pas tout le temps le cas, donc c'était un peu chiant. Mais ils ont corrigé ça dans le 2 ensuite. Pour finir cette émission, chacun rapidement, le jeu qui vous a le plus marqué en termes d'open world, pour toi, Wung, ce serait quoi? Je sais pas. C'est dur à dire, c'est Je sais pas. pas un genre de J'attends que le prochain Zelda me surprenne Ouais, à ce niveau. t'as pu le tester hier, toi. Ouais, Breath of the Wild. je t'ai bien squatté. Et c'est la démo E3, donc la démo s'arrête au bout de 15-20 minutes. Mais je l'ai relancé plusieurs fois. Donc c'est assez frustrant. On sait que dans cette démo-là, ils ont enlevé des choses qu'il y aura dans le jeu final. Donc t'as pas vraiment un aperçu de ce que va être le jeu au final. Mais tu as ce côté où tu vois, tu as une centaine de sanctuaires, donc qui ne sont pas des donjons, qui sont répartis dans le monde, où c'est juste une petite énigme, un petit truc qui te permet de choper soit du loot, soit un pouvoir, machin et tout.
Et je trouve que tu vois, là, c'est le genre de point d'intérêt qui a un intérêt. Voilà, parce que ça t'apporte quelque chose plus que ah tiens, j'ai trois rubis, tu vois. J'ai 3 plumes et puis si j'en ai 100, j'aurai un succès. Ouais, voilà, tu vois. Et donc je suis vraiment curieux mais je pense pas que ça va être révolutionnaire. Clairement pas, parce que ça emprunte à du Assassin's Creed, tout ça. Mais ça peut rendre l'open world vraiment très très intéressant à jouer. Et c'est vraiment l'aventure dans le sens vraiment entier, quoi. Tu vois, tu te fais à bouffer, t'es soumis aux variations de température, tout ça. Et je pense qu'il y a vraiment moyen que ça soit marquant. Il y a l'air d'avoir un gros côté sandbox aussi, avec tout ce que tu peux faire avec le feu et tout ça. Enfin, il y a exactement. des trucs assez fun à faire, visiblement. Avec les éléments, ouais, tout à fait, ouais. Toi, Médoc? Moi, je vais attendre... No Man's Sky? Ouais. D'accord. Les Elite Dangerous, tout ça, font un peu ça d'ailleurs dès maintenant. Et c'est vrai que c'est ton délire. L'espace. Je suis désolé. Hein, non, c'est spacieux, Mehdi. Je suis spacieux. Ok, toi, Emery, peut-être un jeu déjà sorti? Ouais, moi je pense là à World of Warcraft, mais peut-être parce que c'était mon premier MMO, donc c'est la première fois que j'ai ressenti ce côté vraiment, cette immersion en fait, l'impression d'être vraiment dans un monde cohérent. Il n'y avait aucun immense. chargement dans World of Warcraft? Si, il y en avait quand tu passais d'un continent à un autre par exemple, ou dans mais certaines sinon, zones instanciées. Mais ça reste quand même un open world pour moi. Et c'était, c'est le cas particulier du MMO. Le jeu te permettait, si tu te mettais un peu dans un côté roleplay, de vivre des aventures, de vivre tes propres aventures. Et j'ai vécu plein de choses dans ce jeu. Et donc pour moi, ça reste mon plus grand souvenir. D'accord. Moi, je vais pas être original du tout et je vais dire GTA 3. Ouais. GTA 3, le 3, vraiment en 3D. C'est ça qui m'a fait... avec même s'il n'y avait pas d'avion, il n'y avait qu'un planeur, il n'y avait pas d'avion. Il n'y avait pas d'avion, mais il y avait les cheat codes avec le tank, et si tu tirais à l'envers, tu pouvais voler. Et c'est vraiment le souvenir que j'allais te dire, c'est là où j'ai fait j'étais vraiment, c'était une soirée, on était très fatigués, avec des amis, on jouait à ça. Et cheat code 0 gravité, le tank qui tire en arrière et à passer sur l'île interdite. Comme ça, et c'était vraiment le côté c'est cool, c'est la liberté. Encore une fois, on était fatigués. On était très fatigués. Vous avez eu de la chance, moi j'avais pas des GTA sur mes consoles Nintendo quand j'étais jeune. Tu vois, le premier jeu qui et c'est pour ça que j'ai attention. Nous, on était edgy, attention, c'est le moment un peu honteux, mais moi le premier GTA Live auquel j'ai joué c'était True Crime en fait, avant de jouer à GTA. On va arrêter, on va arrêter la mission là-dessus. Je vois qu'on est allé un petit peu trop loin, on est peut-être allé un petit peu trop loin dans cette émission. True Crime. Merci beaucoup d'être venu, Hung. De rien. Merci à toi. Non, c'est tout naturel, tu sais. Merci à vous d'être là depuis le début de cette saison. Merci à vous de nous avoir suivis toute cette saison. C'est la dernière de l'Hebdo JV pour cette saison, encore une fois. Je dis beaucoup trop saison. Maintenant, c'est bon, tout le monde est libre. Vous pouvez partir où vous voulez dans ce grand open world qu'est la vie.